OKS2I, c'est le podcast pour tout savoir sur S2I. Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez OKS2I, le podcast pour tout savoir sur le monde numérique. Dans les épisodes 14 et 15 consacrés respectivement à la sobriété numérique et à l'éco-conception, on abordait le low-code et le no-code. Alors évidemment, j'ai voulu en savoir un peu plus. Qu'est-ce que c'est le low-code, no-code ? Est-ce que le code devient plus accessible ? Dans quel cas l'utilise-t-on ? Sur quelles applications ou quel développement ? Comment les développeurs abordent cette nouvelle façon de faire ? On va voir ça tout de suite. Et pour parler de ce sujet, je suis à Tours, à S2I Atlantique, avec Sébastien Portier, qui est ingénieur chez S2I. Salut Sébastien. Salut Sylvain. T'es prêt ? Je suis ready. Ok S2I, low code, no code, c'est parti. Alors Sébastien, avant de rentrer un peu dans le dur, voir un peu comment et pourquoi on utilise le no code, no code, eh ben moi je pense que comme beaucoup, j'ai besoin d'avoir une petite définition. Alors c'est quoi le low code ? Alors, je vais tenter de définir ça de manière simplement. Vas-y. Je pense que le mieux c'est de penser à des Lego. Ouais. Voilà, donc en fait, low code, no code, c'est juste finalement le niveau de code que l'on peut mettre dedans, quoi. Normalement, le no code, il y a vraiment 0 lignes de code qui sont écrites par la personne qui va construire l'application. D'où son nom. D'où son nom, no code, voilà. Et on va vraiment en fait avoir une sorte de bibliothèque de briques qu'on va venir assembler pour fournir un applicatif, fournir un service. Donc ça va être des briques pour faire une page web, des boutons, faire une brique pour relire des fichiers, enfin voilà. Et on va venir assembler les choses sans normalement écrire aucune ligne de code. Ça c'est le low code. Ça c'est le no code. C'est le no code. Le no code, c'est ça. Et donc là, normalement, il n'y a vraiment aucune ligne de code. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ok. Enfin, il n'y a rien à faire. Il faut quand même construire des choses, mais on assemble. C'est de l'assemblage. Oui, qui sert à quelque chose quand même. Oui, il y a quand même de l'assemblage. Et après, le low code, du coup, c'est un peu le niveau au-dessus. Donc on part aussi finalement de un peu ces bibliothèques, sauf qu'on va avoir la possibilité pour des usages très particuliers de venir écrire un peu de code. Pour customiser, pour refaire des composants sur des morceaux très particuliers si on a un besoin très spécifique. Mais toute l'ossature globale, elle est quand même dirigée par ces blocs. Donc en fait, c'est suivant l'objectif de l'application. C'est ça, et selon les besoins, quoi. Suivant le besoin. Si dans la bibliothèque ou dans le panel de choses, de composants qu'on a, il y en a qui manquent, on a la possibilité finalement d'aller les écrire ou un peu les customiser, quoi. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on en parle dans la sobriété numérique ? Je l'ai abordé un peu dans l'introduction. Pourquoi est-ce qu'on en parle dans la sobriété numérique ? Parce que ça consomme moins d'énergie ? En théorie, oui. L'idée, c'est que ce soit des composants qui soient un peu optimisés. Comment est-ce que ça consomme moins d'énergie ? C'est que, de toute façon, derrière toutes ces briques, il y a quand même du code, à un moment donné. Ouais. Il y a quand même des développeurs qui ont fait le code pour faire les briques de no code. Même sur le no-code, oui. Voilà. Même sur le no-code, il y a quand même des lignes de code. Derrière, il y a quand même des 0 et des 1 qui tournent quelque part. Mais l'idée, c'est de penser que ces composants ont été déjà préconçus et de manière la plus optimisée possible. Alors après, est-ce que lorsqu'on les met bout à bout, on obtient quand même une chaîne éco-responsable ? Ça, c'est encore une autre problématique. Le plus possible, en fait. Le plus possible, ouais, c'est ça. Après cette définition, on va parler un peu de l'utilisation, de l'application du no-code ou low-code. Alors, dans quel cas est-ce qu'on utilise ça ? Alors, j'ai un premier exemple qui peut me venir à l'esprit, c'est l'idée d'éprouver un projet. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, je suis une société qui a un concept, j'ai envie de le tester. J'ai peut-être pas envie tout de suite de mettre une équipe de div développeurs sur le sujet. Je vais peut-être me lancer, faire un POC, voilà, construire un squelette d'application pour pouvoir éprouver ça, le faire tester un panel d'utilisateurs. Et en fait, très rapidement, je vais avoir des feedbacks sur mon produit, quoi. Sans avoir à passer X mois de développement. Je peux très vite, là, en une après-midi, de faire une petite application mobile, par exemple, avec 2-3 boutons et qui tourne et je vais pouvoir tester tout de suite. Et tout de suite voir en situation ce que ça donne. Ce que ça donne. Voilà. Donc après, des fois, ça peut être juste pour éprouver et finalement, après, on peut se dire, la solution répond pas, donc on va passer sur un vrai... entre guillemets du vrai code, du vrai code, mais au moins on aura éprouvé, on aura obtenu tout de suite les feedbacks des utilisateurs. Et après il y a des gens aussi qui font tourner des applications. C'est ce que j'allais te demander du coup. Est-ce qu'une application qui doit servir, qui doit vraiment qui est sur le marché, est-ce qu'elle peut être développée en no code ou low code ? Il y en a qui peut-être tournent. plus en low code d'ailleurs quand même. Les deux. Les deux. Ouais, je pense que ça dépend vraiment des usages, mais il y a des applications qui tournent en low code ou en no code. Et comment ils font ? Eh ben écoute, je pense qu'aujourd'hui quand on développe des systèmes, finalement, les besoins, on tourne toujours autour des mêmes besoins. Je sais pas, on a besoin d'un site web pour améliorer le travail du quotidien. Donc on a besoin de faire un formulaire, on a besoin d'avoir des bases de données derrière pour stocker de la donnée, de lire des fichiers, d'en envoyer à droite à gauche. Mais finalement, d'un point de vue technique, même si les métiers sont différents, c'est la même chose. On retombe souvent sur la même problématique. Alors sauf sur des besoins très particuliers, mais on retombe toujours sur la même problématique. J'ai besoin d'enregistrer ma donnée, j'ai besoin d'avoir un formulaire
pour saisir je ne sais quoi. Donc finalement, en fait, on vient mutualiser sur des composants qui existent pour reconstruire, mais l'adapter aux besoins du produit, quoi. Et ça, entre développeurs, il y a des bibliothèques qui existent ? Alors souvent, en fait, c'est des éditeurs. C'est On va mettre des éditeurs spécialisés là-dedans. Il y a des éditeurs qui sont là et qui fournissent ces panels de composants. Et souvent, d'ailleurs, c'est pas vraiment interchangeable. T'es vraiment lié avec l'éditeur en question, quoi. C'est pas des composants ouverts. C'est tout l'inverse, d'ailleurs, en réalité. C'est-à-dire tout l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, t'es un peu bloqué. Tu peux pas les modifier. Alors, tu peux les modifier, mais tu vas potentiellement pas pouvoir vraiment interchanger ou interconnecter des composants d'un éditeur à l'autre. C'est des boîtes assez fermées. Ouais. Mais voilà, c'est des gens qui sont vraiment, des sociétés qui sont vraiment lancées dans ce marché-là, quoi, dans ce segment. Et si je comprends bien ce que tu me dis, pour le low-code, ça aurait pas pu exister il y a 10 ans peut-être alors tout ça. Ça existe depuis très très longtemps. C'est vrai ? Ouais, Raconte-moi. Alors je sais pas exactement depuis quand ça existe, mais je pense que ça fait bien plus de 10 ans que ça existe. Ouais. D'accord. Parce que j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui recense les besoins des développeurs depuis très longtemps. Parce que quand tu me dis que, oui, forcément, celui qui va avoir besoin d'un formulaire ou d'un pack spécifique, c'est aussi toute l'expérience des développeurs qui est là-dedans. Oui, parce qu'une nouvelle fois, derrière ces composants, il y a quand même à un moment donné des gens des développeurs ou des développeuses qui ont écrit du code, quoi. Et il y a toute une expérience d'usage. Oui, c'est ça, ouais. Après, c'est aussi, je pense, avec l'émergence des différents terminaux, la standardisation un peu des composants, des systèmes d'exploitation. Enfin, il y a tout un fond de sauce en fait, qui finalement se normalise. Il y a 15 ans en arrière, on était sur des systèmes qui étaient assez fermés, très spécifiques, donc c'était assez dur d'avoir des composants comme ça qu'on pouvait mettre un peu n'importe où. Aujourd'hui, c'est assez simple, quoi. Je mets en 2 secondes sur un bout de serveur dans le cloud mon service, hop, ça tourne. Ça tourne et c'est bon. En 1 heure, c'est réglé, quoi. Ouais. J'ai quelque chose qui fonctionne, quoi. Donc c'est la rapidité aussi. Oui, c'est ça, la rapidité de déploiement. Ouais. La rapidité de déploiement et de feedback rapide, c'est quelque chose qu'on cherche. Et sur quel type d'application on peut rencontrer ça ? Tu nous as dit tout à l'heure un site web. Est-ce que tu as des exemples un peu plus concrets à me donner ? Alors, j'ai pas de produits là qui me viennent à l'esprit, mais pour moi, à partir du moment où on est sur des besoins entre guillemets assez standards. Standard, ouais. Je sais pas, je vais te dire une bêtise. J'ai besoin de faire une plateforme de prise de rendez-vous. Par exemple, ouais. Voilà, je sais pas, pour un cabinet médical. Bon, je vais avoir besoin d'une base de données, d'une petite application peut-être mobile web avec un formulaire, un calendrier. Bon, tout ça, c'est des choses assez classiques que je vais pouvoir trouver finalement dans ces composants-là, quoi. Sébastien, pour un développeur, un ingénieur, comment on vient au low-code, no-code ? Je pense qu'on va pas se mentir, c'est pas une stack technologique qui a très bonne presse au niveau des développeurs. Si je fais un peu l'analogie, c'est comme si moi je suis boulanger, j'aime bien pétrir ma pâte, faire les choses, et finalement demain on me dit non, je vais t'amener un distributeur, je vais t'amener tout cuit, t'as juste à mettre dans le feu. Donc honnêtement, je pense qu'au niveau des développeurs, globalement, je dis bien globalement, hein, je pense que ça n'a pas très bonne presse. Ouais. Je pense que c'est aussi pas mal utilisé par des gens, par exemple, plutôt des gens qui viennent pas du tout de la technique pour le coup. Je sais pas, moi je suis business analyst, je suis une personne du métier, je suis peut-être une petite approche technologique, mais je sais pas forcément écrire du code. Je vais pouvoir, si j'ai mon besoin en tête, je vais pouvoir finalement très vite, comme je te disais, faire au moins un proof of concept, tester une application tout de suite, quoi. Après, à nouveau, quand on fait des composants low code, no code, il y a quand même des développeurs derrière oui, c'est ça, qui les développent, quoi. Je pense que globalement, c'est un peu vécu comme une crainte par notre métier, comme un risque, une menace, quoi. Une menace que de perdre un peu notre valeur ajoutée, quoi, en fait, quoi. On y a un peu répondu avant, mais pourquoi du coup on doit ou on peut utiliser le low-code, no-code, Sébastien ? Déjà, je pense que dans notre métier, comme toute solution, c'est pas une solution miracle à tout. Voilà, ça c'est important. C'est une solution parmi tant d'autres qui, à mon avis, et je le dis en tant que développeur, peut répondre à certains besoins, mais ne répondra jamais à tout, quoi. Quand on a des choses très particulières, peut-être aussi des besoins de performance très taillés, ce genre de choses, on va vouloir mettre un peu plus les mains dans le cambouis, ce qui est normal, quoi. Mais je pense que pour certains use cases, ça a clairement son sens, quoi. Et puis il y a aussi l'aspect éco-responsable. Comme on disait, à mon avis, voilà, ces composants sont quand même taillés, en théorie assez bien conçus, au moins au niveau de la boîte, pour limiter un peu tout ce qui est consommation d'énergie et autres. Et donc c'est forcément l'avenir. Quelque part, c'est l'avenir. Et justement, l'avenir du low-code, no-code, pour toi, c'est quoi ? Pour moi, et je pense que je suis pas le seul à le dire, ça va exploser. Ouais. On en parlait tout à l'heure, par exemple,
le RPA sur SAP, c'est des robots. Le RPA. Alors le RPA, c'est des robots qu'on fait tourner sur des gros ERP comme SAP et qui vont simuler des clics pour automatiser certains processus. On en reparlera bientôt dans un prochain épisode. Voilà, sans transition. Ça, typiquement, on est dans une approche un peu low code. D'accord. En fait, il n'y a pas forcément à la base besoin d'être pur développeur pour commencer à automatiser certaines choses. Après, si on peut aller mettre les mains un peu plus dans le code, hein, mais pour automatiser certains processus. Et ce type de techno, clairement, à l'avenir, ça va exploser. Donc là, on fait un rapprochement entre le low-code et l'automatisation. Ça va Ouais. ensemble. Alors, dans Il y a un lien. ce cas de figure-là, pour la partie RPA, oui, Ouais. mais c'est pas le cas forcément quand je te disais, par exemple, un système de prise de rendez-vous d'un cabinet médical, Oui, là, par exemple. Là, ok. on n'est pas dans des systèmes d'automatisation, mais Mais en tout cas, sur les gros projets d'avenir, c'est il y a un clairement, lien entre l'automatisation et le low-code. Ouais, c'est ça. Ouais. On va parler un peu de toi, Sébastien. Pourquoi c'est quelque chose qui t'a attiré, qui t'attire, le low-code, no-code? Tu me disais en préparant l'émission que tu faisais énormément de veille là-dessus. Pourquoi ça t'attire? De manière globale, j'essaie de faire de la veille dans notre secteur parce que ça bouge. Tu es un bon ingénieur. Ça, voilà. Je passe pas mal, au moins une heure ou deux par soir à suivre un peu Twitter et tout ce qui s'y Et tout passe. ce qui se passe. Voilà. Je sais que c'est un secteur qui va augmenter, qui va exploser. Le monde du numérique, en plus, c'est un monde qui recrute. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en reconversion. Donc, ce type de techno, c'est finalement... pour commencer à venir, quand on ne vient pas de la technique pure, venir commencer à mettre un peu les mains dedans, c'est une bonne approche, quoi. On rentre pas sur des langages très compliqués, très bas niveau et qui sont très durs à appréhender. Et là, c'est une bonne porte d'entrée pour quelqu'un qui veut découvrir le développement. Très bonne porte d'entrée. Je pense qu'il faut surtout avoir un peu de logique et de méthodologie. Ouais. Mais si on arrive à décomposer les choses, c'est une très bonne porte d'entrée, hein, clairement. Merci beaucoup Sébastien d'avoir répondu à nos questions. Je pense qu'on a un petit peu plus compris le low-code, no-code et même la différence entre les deux. Merci encore. Merci à toi Sylvain. Et je vais remercier aussi Julien Martin qui nous accueille dans ses locaux de Tours. On peut te contacter via LinkedIn, le lien est dans la description de l'épisode. Merci encore Sébastien. Si l'épisode vous a plu, sachez qu'il y a plus d'une dizaine d'épisodes du podcast déjà disponibles sur la cybersécurité, l'innovation, l'éco-conception, justement, la sobriété numérique et plein d'autres encore. Ils sont tous sur vos plateformes de streaming, Apple, Spotify, Deezer, YouTube, etc. Ou même en ligne, tout simplement. Si vous avez des idées de thèmes pour l'émission, n'hésitez pas, fr-ok-podcast@s2i.fr. Nous, on se donne rendez-vous dans un prochain épisode. Salut!